En 2021, il y avait déjà plus de 300 millions de personnes qui utilisaient les crypto-monnaies. Et ça, c'est juste énorme. Mais c'est que le début. La crypto-monnaie est la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire de l'humanité. Pour comparer avec ce que l'on connaît, le niveau d'adoption de l'Internet était de plus 63% par an entre 1990 et 2000. En 2021, la croissance du taux d'adoption des crypto-monnaies est de plus 113%. Donc à cette vitesse, on va se rapprocher du milliard d'utilisateurs en 2022. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 grandes tendances pour 2022 qui te permettront de comprendre un peu mieux le futur des cryptos, des NFT et du métavers pour l'année à venir. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et tu dois le savoir maintenant, je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est à but purement éducatif. Si tu veux m'aider à faire grandir la chaîne, tu peux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne. Ça aide l'algorithme de YouTube. Et chaque commentaire est très important. Ça permet de construire une communauté bienveillante et unie. Investir dans les crypto-monnaies, c'est pas toujours facile, alors on est là pour s'entraider. Écris en commentaire ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo ou une question si tu en as une. La première grande tendance, c'est les CBDC. Donc CBDC en anglais, ça veut dire Central Bank Digital Currency. En français, monnaie numérique de banque centrale. Un CBDC, c'est la crypto d'un pays. Donc en fait, c'est comme si la Banque Centrale Européenne créait une crypto-monnaie et on l'appelait par exemple l'euro digital. Les CBDC, ça peut permettre aux politiques monétaires et fiscales d'être mises en place beaucoup plus facilement. Et ça permettrait aussi aux personnes qui ont juste un smartphone et qui n'ont pas de compte bancaire d'être inclus dans le système financier. Par contre, les CBDC sont totalement différents des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, car leur but est bien différent. C'est extrêmement centralisé et les CBDC peuvent porter atteinte à la vie privée des citoyens. Ça permettrait au gouvernement de traquer absolument toutes les transactions. Et leur but, ce serait qu'il n'y ait plus de cash pour qu'ils puissent avoir le contrôle total sur tout ce qui se passe. Donc moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Et c'est pour ça que je préfère des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum qui ont des blockchains publiques, qui sont décentralisées et du coup, qui sont possédées par les utilisateurs et non pas par un gouvernement. Parce que imagine un gouvernement autoritaire qui aurait une crypto-monnaie CBDC et qui contrôlerait absolument tout. Voilà, je n'ai pas forcément envie de vivre dans un monde comme ça. Je l'ai mis en première tendance car pour moi c'est vital de comprendre ce que nos gouvernements sont en train de faire. Et là on est sur CBDC Tracker, je mettrai le lien du site dans la description et on peut voir que les projets ont 5 stades différents. Donc il y a Cancelled, ça veut dire qu'il y a un projet qui a été initié mais qui a été annulé. Research, c'est la première étape. Voilà, on est en recherche, en développement finalement, c'est pas encore sûr ce que les pays veulent faire, mais voilà, la première phase est enclenchée. Proof of Concept, ça veut dire qu'il y a une première version de la crypto-monnaie qui a été créée. Pilot, ça veut dire que ça a déjà commencé à être mis en place dans les pays, notamment en Chine où le gouvernement chinois a donné des crypto-monnaies gratuitement à certains de ses citoyens, donc a fait un airdrop de crypto-monnaies. Et le dernier stade, c'est Launch, donc il y a aujourd'hui uniquement 2 pays qui ont leur crypto-monnaie qui est complètement lancée. C'est le Nigeria avec le e-Naira et ici les Bahamas avec le Sand Dollar. La deuxième grande tendance, c'est le métavers. Et quand je dis métavers, ça comprend aussi les NFT et le gaming. Il y a tout simplement énormément de marques qui sont en train de construire leur image dans le métavers. Il y a Adidas, il y a Nike, il y a Gucci, il y a aussi Vans. Il y a énormément de marques dans le prêt-à-porter qui veulent avoir leur place dans le métavers et on comprend pourquoi. Logistiquement, c'est beaucoup plus simple que d'avoir des vêtements physiques et ça leur permet d'avoir une très forte image de marque pour les plus jeunes générations, celles qui vont finalement passer le plus de temps dans le métavers. Il y a beaucoup de marques de luxe qui s'intéressent de très près au métavers, mais il y a aussi des marques comme Chipotle dans la restauration qui est en train d'investir dans le métavers. La plupart des marques n'ont pas encore toutes une stratégie établie pour investir dans le métavers, mais en tout cas, elles veulent toutes le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que le prochain Instagram, le prochain TikTok soit un jeu blockchain dans un métavers décentralisé. Pourquoi ?
Tout simplement parce que l'expérience dans un métavers sera beaucoup plus riche et plus vraie que nature, et finalement, les jeunes générations n'auront pas envie de passer des heures sur leur téléphone à scroller sur TikTok ou Instagram, mais auront envie de plonger dans un univers pour retrouver leurs amis et pouvoir finalement avoir la même utilisation que ce qu'on a aujourd'hui sur des réseaux sociaux, mais dans un métavers. Et je pense que les grosses entreprises comme Meta, anciennement Facebook, ou Ubisoft, vont être surveillées de près par les gouvernements et auront du mal finalement à créer leur propre crypto-monnaie, comme on a pu le voir dans le cas de Facebook. Et ces entreprises vont plutôt créer du hardware, comme on l'a vu avec Facebook qui a créé des lunettes de réalité virtuelle. Ça va plutôt être des projets comme The Sandbox ou Decentraland qui vont mener tout le côté logiciel du métavers. Et là, voici un petit graphe qui nous montre l'évolution du temps passé sur les réseaux sociaux depuis 2012 jusqu'à 2019. Et là, un deuxième graphe qui nous montre par pays le temps moyen passé sur des jeux vidéo par semaine. Et comme on sait que le métavers va devenir de plus en plus un réseau social et mixer finalement le côté jeux vidéo et réseau social, voilà, c'est possible que les gens passent énormément de temps dessus dans les années à venir. Ça peut faire peur, moi je sais que ça peut aussi m'effrayer de me dire wow, on va passer tout notre temps sur le virtuel, mais je pense qu'au niveau de la technologie, c'est quelque chose de révolutionnaire. La troisième tendance, c'est la décentralisation. Pour comprendre ce qu'est la décentralisation, j'aimerais juste revenir sur une comparaison entre le web 2.0 et le web 3.0. Le web 2.0, c'est un Internet dominé par des entreprises qui fournissent des services contre nos données personnelles. Par exemple, Facebook, Google, Amazon, etc. Finalement, on est un petit peu le produit de ces entreprises et on leur donne nos données pour pouvoir utiliser leurs services. Le Web 3.0, c'est totalement différent. Dans le Web 3.0, il y a des applications décentralisées qu'on appelle DApp qui fonctionnent sur des blockchains comme Ethereum. Une DApp ou application décentralisée, ce serait comme un Facebook, mais qui ne posséderait pas et n'utiliserait pas nos données personnelles. C'est un moyen finalement de redevenir propriétaire de nos données. Et la décentralisation, ça permet deux choses. La première, c'est d'avoir un réseau qui est indestructible. Dans le web 2.0, les données sont stockées de manière centralisée. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme serveur, un data center, où toutes les données sont stockées. Et le jour où le data center tombe en panne, alors c'est la panique. Dans le web 3.0, les serveurs sont décentralisés, donc en fait ça veut dire que la totalité de la blockchain, donc de la base de données, est stockée sur des nodes, donc sur plein de serveurs dans le monde entier, et s'il y en a un qui tombe en panne, il en reste encore des milliers qui ont une copie finalement de la base de données sur leur node, sur leur serveur. Et ça en fait, ça rend le web 3.0 extrêmement robuste à tout type d'attaque. Et la deuxième chose que la décentralisation permet, c'est de lutter contre la censure. En 2017, par exemple, la Turquie a coupé l'accès à Wikipédia et c'était impossible pour les Turcs d'accéder aux données de Wikipédia qui sont stockées sur un serveur centralisé. Et l'IPFS, qui est une version d'Internet décentralisée, a permis aux Turcs de retrouver l'accès à Wikipédia grâce à la décentralisation. La quatrième chose qui a de grandes chances de se passer en 2022, c'est la fin du bull run. Toute l'année 2020 et toute l'année 2021, on a vu que les prix des cryptos n'ont fait que d'augmenter. Et je pense qu'en 2022, il y a de grandes chances qu'on arrive à saturation et que finalement, la bulle un peu spéculative qui s'est créée ces 2 dernières années explose et nous ramène à des prix beaucoup plus bas. La première condition, c'est que la Banque fédérale américaine ou la Banque centrale européenne imprime énormément de billets, donc augmente la quantité de monnaie présente dans l'économie, et ça créerait de l'inflation, encore plus d'inflation, et finalement, tous les investisseurs préféreraient investir dans le Bitcoin, qui est vu comme un actif qui protège de l'inflation, plutôt que de garder tout leur argent en cash chez leurs banquiers. Et si le Covid se termine en 2022, ça permettrait également un regain de confiance des investisseurs dans des actifs comme le Bitcoin. Donc s'il y a ces choses-là qui se passent en 2022, voilà, ça pourrait continuer à faire gonfler le prix des crypto-monnaies. Et ensuite, il nous faudrait un événement négatif qui ferait complètement descendre le prix. Et si on voudrait que le bull run se termine en 2022 et du coup qu'il y ait un énorme crash, ce crash pourrait être causé par
la Banque fédérale américaine ou la Banque centrale européenne qui déciderait de fermer les robinets et d'arrêter finalement d'injecter autant d'argent dans l'économie. Et ils pourraient faire ça du coup en arrêtant finalement la création monétaire, mais également en remontant les taux d'intérêt pour éviter que les prêts soient aussi faciles qu'aujourd'hui à obtenir. Et si on couple ça par exemple avec un bannissement des stablecoins, ça ferait une recette assez maléfique pour que finalement le prix des crypto-monnaies chute complètement. Et la dernière tendance, je pense que les tokens sociaux qui ont été très silencieux jusqu'à présent vont commencer à avoir une part plus importante dans l'univers des crypto-monnaies, des NFT et du métavers. Et un token social, en fait, ça permettrait aux créateurs de contenu, donc ça peut être un artiste, un écrivain, un streamer, de transférer finalement la valeur de ces contenus depuis des plateformes centralisées, comme par exemple YouTube, vers des réseaux décentralisés. Donc en fait, de reprendre finalement le contrôle et la possession de tous ces contenus. Grâce aux tokens sociaux, les créateurs peuvent monétiser l'engagement sur les réseaux sociaux et les fans de ces créateurs de contenu sur Internet disposent d'un nouveau moyen pour interagir avec le créateur. Et les deux plus gros projets de tokens sociaux, mais qui sont encore tout petits par rapport au reste des projets dans le monde des crypto-monnaies, c'est Rally, donc Rally.io, et FWB, donc Friends with Benefits. J'ai assez parlé, maintenant c'est à toi de m'écrire un commentaire et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo. Et chaque commentaire est important car c'est une source de motivation pour moi et ça te permet d'avoir une influence sur les prochains contenus que je vais créer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt.